on a un vrai boost, un changement des usages qu'il va falloir continuer à accompagner, mais on rentre vraiment dans une période où les choses ont changé. Et je crois que la position de l'assurance maladie, c'est effectivement de les accompagner pour tenir compte de nos sujets, hein, du besoin d'avoir un accès facile et facilité donc, à un professionnel de santé, de tenir compte également des problématiques de déserts médicaux. Tout ça dans une logique aussi un petit peu responsable, hein, où l'idée, c'est d'avoir des parcours de soins qui soient cohérents. Jean-Marc Quimeneau, vous êtes responsable du service e-santé à l'ARS. Alors, on va revenir sur le rôle de l'ARS pendant cette crise. Vous avez mis au point, vous réfléchissiez depuis longtemps, à un système collaboratif dans le domaine de la biologie médicale. Ça faisait 15 ans, je crois, que vous réfléchissiez à ce système qui s'appelle CIDEP. Vous allez nous en parler. Et vous m'avez dit, quand on a préparé cette intervention, on savait que c'était faisable. Mais la crise nous a montré que c'était réalisable et on l'a fait beaucoup plus vite, finalement. Oui, pour faire le lien avec la téléconsultation, en fait, le meilleur mois qu'on avait jamais fait avant le Covid, c'était le mois de janvier 2020. On avait 4000 téléconsultations dans le mois. Là, on vient d'en faire 600 000 en 9 mois, 60 000 par mois. Je vous laisse faire le ratio. Si notre salaire faisait pareil, ça serait que du bonheur. On signe tout de suite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose sur la biologie. C'est-à-dire qu'on avait l'idée que les gens savaient faire et qu'on arriverait à faire un truc, mais on n'arrivait pas à mettre le doigt dedans. Donc sur la téléconsultation, les professionnels de santé s'en sont emparés. Sur la biologie médicale, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus une lame de fond, mais ça va peut-être avoir au moins autant de conséquences par la suite. Là, sur la biologie, en 4 semaines, 6, si on va jusqu'au bout, on a réussi à mettre au point un système qui connecte tous les laboratoires de France pour avoir les résultats de RT-PCR, donc des prélèvements de tous les Français, accessibles par tous les professionnels de santé, en 6 semaines. Quelque chose qu'on essayait avant de partager des données de santé entre professionnels de santé, quel que soit le laboratoire, quel que soit l'hôpital, mais on n'y arrivait pas, parce qu'il y avait des soucis d'automate, de normalisation, des difficultés techniques et des difficultés administratives. Et là, en 6 semaines, on a les textes de loi qui ont évolué pour permettre ce partage de données de santé, avec avis de la CNIL favorable. Ça veut dire que même la CNIL a été mise dans la boucle. On a fait évoluer la loi sur la réglementation des données de santé. Le RGPD a été modifié légèrement, mais a été modifié et pris en compte dans les décrets d'application d'avril. Et on a réussi à connecter tous les laboratoires de France pour pouvoir partager une donnée de santé tous ensemble. C'est une forme de Graal, en fait, de l'EDMP. On en parle depuis les années 2000. Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, qui avait dit à la fin de l'année, c'est bon. Ouais, ben non. Et là, en 6 semaines, avril jusqu'à mi-mai, on a réussi à mettre au point et à mettre en production opérationnelle un système d'information qui partage une donnée de santé. Alors, quand je dis que c'est une lame de fond, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions dans l'avenir, parce qu'on pensait que techniquement, on arrive toujours à faire des interfaces. C'est une question de coût, en fait. Mais 2 ordinateurs arrivent toujours à se parler. Là, on a réussi à le faire. Et tous les jours, on a des gens qui font du contact tracing et qui se servent de cet outil. C'est quelque chose qui est à la fois le démonstrateur que c'était possible et en même temps le fait que c'est réalisable quand on a la volonté administrative, politique, financière et la nécessité de le faire. Avec vous, ARS en back-office, en facilitateur. Oui. Bah oui, je ne vais pas dire que j'ai rien fait. C'est pas possible. Oui, mais pas le seul, en fait. Je me souviens de réunions, entre guillemets, de crise le dimanche matin avec le directeur système d'information du CHU de Nancy. Alors, je le cite, je l'ai déjà cité l'année dernière, Jean-Christophe Calvo, mais il n'y a pas que lui. J'ai eu Yves Debier du CHU de Reims un samedi matin. On a eu des formations pour faire fonctionner CIDEP le 8 mai à 14h. Voilà, j'insiste sur ça parce que derrière ces systèmes techniques, il y a des gens, il y a des êtres humains qui ont mis un coup de boost, un coup d'accélérateur et qui ont énormément travaillé pour faire en quelques jours, quelques semaines, ce que vous réfléchissiez depuis 15 ans. En fait, ça a levé beaucoup de freins, mais même les industriels. Moi, j'ai vu des industriels, on leur passait commande le vendredi soir, le lundi matin, ça marchait. Et ça, tout le monde s'est assis, y compris sur la réglementation du travail en passant. Mais du coup, on a réussi à lever des trucs mais monstrueux, quoi.
Céline Chelès, vous menez depuis l'automne 2020 une enquête internationale sur les solutions mobiles de contact tracing pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Alors vous avez travaillé avec l'Université de Denver au Colorado, à Kyoto. Il est ouvert votre micro, ne vous inquiétez pas. On va voir avec vous que finalement tous les gouvernements n'ont pas fait les mêmes choix en matière de contact tracing. Certains ont choisi la souveraineté, c'est un petit peu le cas de la France, d'autres n'ont pas fait ce choix-là. Que dit votre enquête ? Alors, donc, merci de me donner l'opportunité de témoigner donc, sur cette recherche que nous menons avec des collègues au Japon, aux États-Unis sur les applications de traçage. Je présenterai tout à l'heure à 16h les résultats de la partie utilisateur, mais là je voulais dire un mot sur la partie justement projet qui fait beaucoup écho avec ce qu'on a entendu. Alors c'est vrai que le contact tracing, c'est une notion en épidémiologie qui est ancienne, qui date depuis la fin du 19e, qui a été utilisée pour différentes épidémies, en particulier la tuberculose. Et un petit peu plus récemment, l'OMS a testé un peu de digitalisation avec Ebola. Mais on était resté avec des inspecteurs sanitaires qui, eux, étaient équipés d'un téléphone portable. Alors avec la crise de la Covid, en fait, on est dans un cadre pandémique complètement différent, en particulier parce que le décalage entre la déclaration de la maladie et l'apparition des symptômes et le temps de contagiosité fait que, effectivement, repérer les cas contacts est beaucoup plus laborieux manuellement. Par ailleurs, il y avait une vraie crainte d'un débordement des capacités du traçage manuel. Très vite une prise de conscience des enjeux de contamination à grande échelle. Et donc c'est vrai que dès le printemps 2020, tous les gouvernements, un grand nombre de gouvernements en fait, se sont lancés dans le contact tracing qui a pu apparaître, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, comme le confinement, en fait, comme une solution politique pour limiter, freiner la contamination. Et c'est assez intéressant parce que l'OMS, par exemple, a beaucoup soutenu le contact tracing humain et ce n'est qu'au mois de juin, finalement, qu'elle a publié des recommandations pour le contact tracing digital. J'ai fait un entretien récemment avec un chercheur de l'OMS spécialiste des questions numériques qui n'est pas encore tout à fait convaincu de la digitalisation. Alors, en tout cas, c'est sûr que Singapour ouvre la voie en mars 2020. Très vite, l'Europe a créé un petit groupe de réflexion pour développer des solutions communes. L'INRIA en France a été très moteur. On peut citer aussi le PFL en Suisse. Et puis, en même temps, vous avez eu Apple et Google qui ont lancé une initiative pour développer leurs propres solutions. Voilà. Alors, le principe du contact tracing digital, en fait, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on délègue aux citoyens la charge de gérer la contamination et la circulation du virus. Le principe est simple, les individus téléchargent une application, l'activent via du Bluetooth, cette solution enregistre des contacts et si parmi les contacts, une personne se déclare positive, eh bien, tous les contacts sur 14 jours sont informés qu'ils ont pu être exposés. Alors ça paraît simple, on se dit que tout le monde a un téléphone portable, donc c'est une solution qui est très facile. En réalité, nos enquêtes montrent que les choix de technologie, les choix d'usage de l'application par les gouvernements eux-mêmes ont pu être différents selon les pays parce qu'il y a des tas d'enjeux qui ont très vite été soulevés à travers ces applications de traçage. Vous avez sûrement tous entendu des enjeux de protection de la vie privée, j'y reviendrai pas. Mais en gros, il y a eu aussi beaucoup de débats autour des différents types de systèmes. Le système qu'a choisi la France, qui est un système centralisé, où en fait ce sont les contacts qui circulent, et le système dit décentralisé, qui comprend un serveur central quand même, mais où ce sont les données de santé qui circulent. Le système Google, Apple, on le dit peu, mais en fait c'est un système où ce sont les cas positifs qui circulent dans le réseau de téléphones.